Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous professeur Zineb Bennour, une des piliers et des fondatrices du service de pédodontie à l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Euh, Déjà, professeur Bennour, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis doublement honorée aujourd'hui d'être parmi vous et d'être avec vous aussi, hein. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, professeur, je commence toujours par une première question. Avez-vous choisi la dentisterie par choix ou par pur hasard? Moi, c'est la dentisterie qui m'a choisie. Je l'ai jamais choisie. Je suis une rescapée de la deuxième de la liste d'attente, si ça peut rassurer quelques-uns. Et on en est plusieurs d'ailleurs dans ma promotion. En fait, nous à l'époque, on n'avait pas le concours. Il y avait la présélection uniquement sur les notes du Du bac. baccalauréat. Et donc, il y avait un grand nombre qui passait en liste d'attente et j'avais en aucun moment imaginé avoir fait ou pouvoir faire dentisterie. Mais bon, j'ai été appelée en septembre, je vais pas dire l'année, hein, pour qu'on calcule pas. Mais j'étais appelée en septembre pour me dire que voilà, vous êtes, appelée à la liste d'attente. Est-ce que vous voulez venir, vous inscrire? Et voilà, ça s'est fait. OK. Du coup, après, vous avez intégré la faculté de médecine dentaire à Casablanca. Ouais. Comment se sont passés vos 5 ans d'études? Heu, je peux dire que ça s'est passé très vite. Ça s'est passé sans problème. Alhamdoulilah, j'ai pas connu la deuxième session. Je sais pas ce que je pourrais le dire, mais en tout cas, j'ai passé toutes les années, tranquillement, sans aucun problème. L'année qui m'avait marquée, c'était la première année parce qu'on arrive, on est seul et on arrive dans un amphi, on connaît personne et on était avec la faculté de médecine en tronc commun. Et on avait des enseignements qui étaient en commun avec la médecine. Donc, on faisait l'anatomie ensemble, on faisait la biophysique ensemble. Et c'était vraiment des cours magistraux où il y avait 400 personnes. Il fallait chercher sa place dans l'amphi. L'enseignant dessinait sur le tableau. Des fois, on voit, des fois, on voit pas. Donc, vraiment, c'était une année qui m'avait beaucoup marquée. Maintenant, en deuxième année, on intègre la faculté de médecine dentaire. On commence les TP, on commence les vrais apprentissages de la dentisterie. On se retrouve quelque part. Et puis, quatrième, cinquième année, c'est le service. Globalement, ça s'est très, très bien passé. J'avais la chance, je le dis, d'être dans une promotion très particulière. Les collègues du parcours sont très importants. Et moi, je crois que j'ai eu cette opportunité-là et cette chance-là d'avoir été dans une promotion où il y avait beaucoup de belles personnes qui m'ont accompagnée. On s'est accompagné sur ces 5 ans-là et voilà, alhamdoulilah. Et du coup, après, est-ce que vous avez opté pour l'internat? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de passer le concours d'internat? Oui, l'internat était une évidence pour moi parce que, déjà, je suis quelqu'un qui ne s'imagine pas sortir dans un cabinet, travailler seul. J'adore, voilà, le terme est sorti spontanément, j'aime bien travailler en groupe, en équipe et j'adore être dans un milieu où il y a de l'échange, vous voyez? Et qu'il y a pas de monotonie, de routine et que donc moi, pour moi, l'internat, c'était une évidence et je l'ai passé. Je l'ai passé aussi avec un très beau groupe d'internes et résidents, qui étaient mes amis aussi à la fois donc voilà, c'était un plus pour moi de continuer avec eux l'aventure. Et puis pour le résidenat, la spécialité, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la pédodontie? La pédo, en fait, mon premier stage d'internat était en pédo et j'ai passé les 6 mois entre pédo, ortho et à la fin de ce stage-là, je leur ai dit que je vais revenir. J'avais même pas besoin de passer sur les autres disciplines pour faire un choix parce que, c'était la pédo. Je me retrouvais parfaitement dans je dirais, tout d'abord dans l'équipe, parce que c'est très important dans le résidenat, la spécialité. C'est vrai que on choisit la spécialité, on choisit la pratique, mais on choisit aussi l'équipe avec qui on va grandir et moi, quand je suis passée dans ce service, je me retrouvais, beaucoup dans leurs valeurs, dans leur façon de faire, dans leur fonctionnement global et en plus de ça, la discipline m'a beaucoup parlé. Je suis dans la pluridisciplinarité et puis il y a l'enfant et l'enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un retour, des passions, il y a quelque chose qui vous touche. Ça veut dire quand vous touchez l'enfant, il vous le redonne multiplié en 10 ou en plus et ça, c'est quelque chose qui m'avait marquée. Exactement. Et du coup, après votre résidenat,
est-ce que, naturellement, tu voulais, continuer votre carrière professorale, tout ce qui est enseignement ou là كنتِ باغا تخرجي à la privée? En fait, quand on choisit le parcours internat résidana, automatiquement, on pense quelque part à faire de l'enseignement. Et puis, plus on est à la faculté, plus on est dans le parcours académique, plus on est imprégné, on voit en fait les personnes qui nous entourent, on est inspiré par des personnes aussi du quotidien du travail. La vérité, le déclic pour l'enseignement m'est venu avec l'université Mohamed VI Sciences et de la santé. D'accord. J'étais là en tant que praticienne ou hospitalière ou en tant que spécialiste, en pédodontie. Je pensais en background, à l'enseignement un jour, mais partir à une nouvelle université était un challenge pour moi parce que, en fait, j'allais démarrer quelque chose, de zéro et j'allais commencer tout le trajet, c'est vrai toute seule, mais je me disais, «C'est ça, en fait, c'est maintenant, c'est le projet, c'est voilà, il faut le faire». D'ailleurs, j'allais vous demander comment vous avez eu le courage de laisser la faculté publique et de commencer dans une nouvelle faculté, de de commencer à zéro. Comment vous avez eu le courage de faire ça? C'est ce que je vous ai dit, c'est le challenge, c'est cet esprit-là, c'est moi j'aime bien les aventures. J'aime bien aller sur quelque chose, d'inconnu, de tâter le terrain, de voir ce que ça va marcher, ça va pas marcher, quelles sont les contraintes, les dépasser. Moi je trouve que c'est ça ce qui donne goût à la vie et au quotidien et qui permet en fait à la personne d'avancer, de continuer d'avancer. Je vous cache pas qu'à un certain moment, notre faculté qui est la faculté, de médecine dentaire de Casablanca de l'université Hassan II, c'est une faculté où j'ai grandi. Je suis rentrée, j'étais bachelier, donc j'ai passé beaucoup d'années là-bas. C'est là-bas où ma personnalité a été forgée, c'est là-bas où je me suis construite en tant que personne, en tant que Zeynep, en tant que telle. Mais à un moment, on a envie de sortir un peu du cocon pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est quelque chose, je dirais de inné, de spontané dans chaque personne. Il y a des personnes qui vont aller vers le privé. Moi, cette idée du privé ne me traversait pas encore l'esprit parce que je me voyais toujours dans cet esprit-là de travailler en équipe et cetera, mais autrement. Et donc l'opportunité d'aller sur une autre université qui démarre nouvellement, bah, voilà, j'avais pas hésité. Du coup, là, vous voyez comment l'évolution du service de pédodontie à l'UM6? La vérité, alhamdoulilah, on est très bien, on est sur une bonne lancée. C'est vrai que les départs n'étaient pas très faciles, c'est toujours, on se retrouve, peut-être une seule personne à gérer tout. Maintenant, alhamdoulilah, dans l'équipe, on est 3 enseignantes, on a des résidents, on a des internes, donc l'équipe s'agrandit et puis on a tous les autres collègues et enseignants qui nous accompagnent. Puis, voilà, donc les choses avancent, évoluent à petits pas, c'est sûr, mais alhamdoulilah avec beaucoup d'assurance et de sûreté. Alhamdoulilah. Il y a une question qui me revient toujours. Vous, en tant que prof, vous êtes en contact avec beaucoup d'étudiants. Mmh. Quels sont les critères que tu fais un étudiant, vous vous dites: Il y a moyen qu'il soit un bon pédodentiste dans le futur»? Pas que pédodontiste, hein, on voit beaucoup de choses. La vérité, c'est pas prétentieux, mais des fois, dans l'amphi, quand on regarde certains profils d'étudiants, on sait au fond de nous celui qui va briller, celui qui va être, je ne veux pas dire moyen, mais qui va devoir travailler énormément pour rattraper les autres. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à distinguer avec le temps et l'expérience. Et oui, on arrive à déceler ça. On arrive à voir cette petite, brèche. Un bon chirurgien, on le sent. Celui qui est vraiment dans la chirurgie, celui qui est plutôt, très minutieux, qui fait attention aux détails, qui va être plus dans l'esthétique, par exemple, ou celui qui élabore, qui a la facilité avec l'enfant, qui a gardé son enfant interne intact, par exemple, Ouais. et donc qui a cette facilité à aller vers l'enfant sans souci. Et ça, on le remarque aussi dans nos résidents. Il y a ceux qui doivent travailler énormément sur eux-mêmes pour pouvoir aborder l'enfant plus facilement, et cetera. Mais il y a ceux qui ont ça de façon spontanée, innée. Et c'est vrai que ça ne crée pas de différence. À la fin, ils sont tous, formés de la même manière, mais il y a toujours un pied de plus ou quelqu'un qui est en avance par rapport à l'autre. Exactement. Ouais. Alors, quand on parle de pédodontie, est-ce Mmh. que vous pensez que ça rentre dans l'omnipratique? C'est-à-dire qu'un praticien, qui a son cabinet, est-ce que ça rentre dans l'omnipratique ou que ça demande une spécialisation, une spécialité pour faire ça?
C'est une question qui est difficile à répondre parce que si je vous dis que c'est une spécialité, oui, c'est une spécialité, la pédiatrie, parce que l'enfant, la prise en charge de l'enfant, elle est particulière. Maintenant, est-ce qu'elle doit faire partie de l'omnipratique? Oui, comme toute autre discipline, parce que actuellement, on n'est pas assez de, je dirais, de pédodontistes pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la population, c'est sûr. Mais il y a certains enfants ou certains cas qui doivent être pris en charge par des spécialistes en pédodontie. Mais je dirais la pédodontie de base doit être pratiquée, je crois, dans tous les cabinets de ville. Parce que sensibiliser à la carie, je vais commencer par la sensibilisation, la prévention, tous les actes prophylactiques, puis les soins de carie de base doivent être faits partout. Que l'enfant soit de bas âge ou grand. Et c'est là où la question se pose. Exactement. Et du coup, on a un enfant, au début, c'est toujours un abord psychologique. Si ça marche pas, on passe à la médication. Les cas échéants, c'est, la sédation consciente. Mmh. Parlant de sédation consciente, Mmh mh. myopa, Mmh. est-ce que déjà c'est possible de la pratiquer dans des cabinets privés? Oui, donc effectivement, quand l'enfant, il est, faisable, la question ne se pose pas, mais quand l'enfant est difficile, on commence à penser à cette idée de sédation et de prise en charge spécialisée, je vais dire. Mais le problème actuellement, c'est que cette prise en charge n'est pas vraiment limitée à l'enfant, elle peut être aussi, adressée à des patients qui sont adultes anxieux. C'est pour ça qu'il y a, certaines formations qui voient le jour, qui portent en fait sur cette prise en charge spécialisée. Il y a par exemple une formation qui est en cours, en fait, au niveau de l'université Mohammed VI des sciences de la santé, qui est un diplôme universitaire qui porte en fait sur les soins sous sédation consciente et les soins sous anesthésie générale chez tous les patients, pas que chez l'enfant. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Si on est diplômé, oui. Est-ce qu'on peut le faire dans des cabinets ou uniquement dans les milieux hospitaliers? Normalement, c'est dans les milieux hospitaliers. Dans les cabinets, en fait, il y a un certain vide juridique actuellement. Ça veut dire que c'est pas permis, que c'est pas interdit. Il faut juste bien, je dirais, connaître, cette sédation, bien la maîtriser, donc pour pouvoir pallier donc aux risques, inhérents à toute, activité telle. Exactement. Mmh. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui demandent, là, qui cherchent des formations. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de la formation liée, le DU plutôt, proposé par, l'université? Alors, le DU, c'est un DU, ben, qui est lancé, il est en cours d'inscription. Donc c'est un DU, qui est adressé donc à toute personne qui désire en fait, voilà, avoir un diplôme universitaire en sédation consciente et en soins sous anesthésie générale. Et D'accord. comme j'ai expliqué, c'est pas que l'enfant, c'est adressé à tous les patients parce qu'on peut, aussi prendre l'anesthésie générale des adultes, que ça soit des adultes à besoins spécifiques ou même des adultes qui sont phobiques ou qui ont des pathologies qui nécessitent, par exemple, un passage au bloc. Voilà, les situations sont différentes. Mais en tout cas, c'est un DU qui est complet, qui va faire le tour de tous les types de sédation, savoir que ce soit le méopa, le type mélangeur, la sédation profonde de midazolam et aussi donc l'anesthésie générale, et qui va se faire au niveau donc des locaux de l'université par des équipes d'enseignants locaux et étrangers. D'accord, c'est Voilà. parfait. Alors en retour au palier de la pédagogie, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans la clinique, les TD, les TP avec les étudiants? La vérité, j'oublie les difficultés face au plaisir. Les difficultés, il y en a partout. Si on a focalisé sur ça, on n'avancera jamais. Donc pour moi, je prends beaucoup de plaisir, la vérité. Aussi fatiguée que je peux être, c'est vrai que la charge de travail est très importante et que des fois on est entre cours, ED et je dirais clinique. Mais à la fin de la journée, on a une satisfaction, très particulière qui est celle de d'avoir transmis une partie de ce qu'on connaît, d'avoir partagé, d'avoir aidé, d'avoir, cru en une personne, et tout ça, ça fait oublier les difficultés. C'est vrai, je vous cache pas, ayant connu, c'est vrai que bon, je suis jeune, hein, mais ayant connu un certain nombre de générations d'étudiants, je trouve que, actuellement, on a des étudiants, qui flanchissent rapidement face à la difficulté, et ça, c'est une difficulté pour nous enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez pas parfois pousser l'étudiant au-delà de ses limites, au risque de le briser, et ça, c'est quelque chose qui nous emmène à penser, à réfléchir. À part ça, moi, je crois que tout le reste est plaisir. Je dirais, la fatigue physique
n'est rien face à ce qu'on a par la suite, comme, comme, voilà, comme plaisir, comme, reconnaissance, comme beaucoup de choses. Exactement. D'ailleurs, vous avez parlé de charge de travail. Comment vous arrivez à gérer entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Vous arrivez à trouver un équilibre? Au début, c'est toujours difficile. Maintenant, je crois que je suis arrivée au rythme croisière. Je sais, naviguer les 2. Alhamdoulilah, écoutez, il y a pas que en enseignement, en médecine, dans tous les autres, disciplines, il faut trouver cet équilibre. Vous-même, entre votre cabinet et votre vie, personnelle, vous devriez trouver un équilibre. L'idée, c'est de quand je suis au travail pleinement, je me donne à 100%. Je fais mes tâches convenablement, que quand je sors du travail, je suis Sur les complètement tâches. déconnectée. Exactement. C'est là. Je Il faut pense que pas c'est le emmener le truc le plus travail à la difficile à maison. faire. Il faut pas amener la maison au travail, Ouais. les 2. Donc cette coupure, si vous arrivez à la faire, c'est vraiment extraordinaire. Après, est-ce que c'est possible? Oui, 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 c'est un entraînement, hein, à mettre en OK. place. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui se passe en un claquement de doigts. C'est des habitudes, c'est une façon de réfléchir qui va vous emmener à mettre en place ça. Autre chose, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Au départ, je travaillais très dur. Je me disais: «Je vais prendre des vacances et je vais me reposer». Impossible. Moi, je vous dis, vous prenez 1 mois, c'est jamais suffisant pour vous reposer d'une année. Il faut savoir prendre les breaks dans la journée, dans la semaine et dans le mois et dans la vie. Ça veut dire que dans ma journée, il y a mon moment à moi qui n'est ni pour, la famille, ni pour le travail, ni pour personne. Il est à moi, toute seule. Exactement. Et là, c'est un moment où je me ressource et qui me permet justement de garder cet équilibre entre le travail et la maison et tout le reste. Et pareil pour une semaine, il y a toujours, mon après-midi et cetera. Cette activité, ce qui vous ressource, chacun se connaît parfaitement pour pouvoir trouver ce point. OK. Je reçois d'ailleurs beaucoup d'autres questions. C'est des étudiants d'ailleurs qui posent des questions. Est-ce que vous conseillez la carrière, universitaire à nos jeunes étudiants? Ceux qui ont la fibre, oui. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais ça veut dire que, l'enseignement, il faut donner beaucoup de soi et je vais pas dire que c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut se permettre et tout le monde peut faire l'enseignement. Mais il y a ceux qui le feront facilement. Exactement, il y a des trucs innés. Exactement. Et ça, c'est des choses que nous, on dit parfois. Quand on prend quelqu'un, par exemple, un étudiant qui est passé chez nous, on leur dit: «Passe l'internat, passe résidana». Lui, il a l'impression qu'on lui met la pression parce que non, mais parce que au fond, on a vu la fibre. On a vu que cet étudiant, il a une facilité de contact, il arrive à transmettre son message facilement, il a une pédagogie innée. Et ça, on le voit aussi chez les 6e années qui font de l'encadrement ou du tutorat. Il y a des 6e années qui sont exceptionnels dans la clinique, qui arrivent à accompagner leur père d'une manière très fluide, simple, avec beaucoup. Et ça, c'est des choses que l'enseignant peut remarquer. Pourquoi? Parce qu'il a l'œil externe, d'accord? Qui n'est pas. Et donc voilà, des fois, et moi, ce que je conseille, oui, c'est ceux qui peuvent, franchement, c'est pas regrettable. C'est, à la langue, c'est vraiment. On comprend la valeur des choses après le temps. Et c'est vrai qu'au début, quand on est jeune et tout, on a envie d'arriver vite, de gagner de l'argent, de. Moi, Mais c'est surtout le problème principal, c'est plutôt financier qu'autre chose, je pense. bah oui, hein, l'enseignement n'a jamais été, je dirais pas qu'il rapporte pas, mais c'est pas comme le privé, il faut pas se mentir. Mais c'est un choix qu'on fait. Ça veut dire qu'on est nourri autrement que par l'argent. Voilà. Exactement. Alors, professeur Bennour, on sait très bien que, vous faites partie des fondatrices du service de pédodontie, à l'université, Mohamed Sadis, des sciences de la santé. Comment vous avez fait pour structurer le service, sachant que c'est un service qui est بدا من zéro? Comment vous avez fait pour bien structurer le service? Alors, je vais dire une chose parce qu'il faut, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, j'ai grandi dans un service, je parle professionnellement, où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de mes enseignantes. C'était mes mentors, la vérité. Et j'ai ramené beaucoup de choses, de leurs compétences, de tout ce que j'ai appris avec elles dans ce nouveau service. La rigueur, l'esprit d'excellence, la précision, la justesse, la perfection, beaucoup de choses que j'ai vraiment eues avec, elles. Je dis «elles» parce qu'on était un service, totalement féminin. C'est le cas toujours.
Et donc voilà, donc c'est mes maîtres et mes enseignantes qui m'ont inspirée justement pour pouvoir faire un tout petit peu de ce que j'ai appris avec elles. Alors, autre objectif que j'avais quand j'ai commencé la pédo, à l'université Mohammed VI, c'est que je voulais faire de la pédo comme j'aurais aimé l'avoir. Ça veut dire, je voulais être l'enseignante que je voulais, avoir quand j'étais étudiante. Je voulais avoir un service qui ressemble au service idéal où je voulais. On n'arrive jamais à ce idéal, la vérité. Mais si on arrive à 50 ou 60 c'est déjà une satisfaction interne. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est qu'il y avait un background avec lequel je suis arrivée. J'ai essayé de le modeler et de l'arranger pour pouvoir donner le meilleur aux étudiants. D'ailleurs, professeur Benoît, pourquoi en pédodontie, surtout la carrière universitaire, il n'y a que des femmes? C'est pas un choix, on n'a pas choisi d'être entre nous, hein. La vérité, c'est, on aimerait bien avoir des hommes non, en fait, il y a des pédodontistes très connus hein, au Maroc qui ont pratiqué la pédo, soit dans le cadre universitaire ou dans le cadre privé. Je ne vais pas citer de nom pour n'oublier personne. Mais ça me rappelle quelque chose, c'est que en début d'année, j'étais dans un congrès à Porto qui est en fait le congrès international de la société, ou plutôt de l'association internationale de pédiatrie, d'odontologie pédiatrie, pardon. Et donc, c'est un truc qui se passe une fois tous les 2 ans où ça regroupe tous les pédodontistes, je dirais, du monde. Et cette année, c'était à Porto. Et quand je suis rentrée dans la salle, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et c'est la surprise, parce que on se dit que finalement, la discipline, elle n'est pas vraiment féminine. Mais je dirais plus une tendance. D'ailleurs, même la dentisterie, elle se féminise. Voilà. Donc, Petit à petit. exactement. Donc, pas que la dentisterie, le médical, on a plus de femmes que de garçons, je dirais, qui s'inscrivent. Peut-être c'est ça aussi. Et je dirais que la femme, elle a une facilité avec l'enfant. Exactement, je voulais vous dire, Ouais. est-ce que vous ne pensez pas que l'homme, il a moins de facilité à gérer un Heu, enfant? je sais pas. Vous savez, ça dépend de la personnalité de chacun et de ce qu'il voit. C'est vrai que la discipline en elle-même, c'est pas une discipline très facile au quotidien. On n'a pas intérêt à être fâché et pas bien et venir soigner un enfant. Ça va pas passer. Donc, peut-être que les filles ou les femmes vont plus vers cette spécialité parce qu'il y a cet instinct maternel, il y a cette approche de l'enfant qui est plus facile, et cetera. Mais moi, j'encourage vivement les garçons à venir, hein. D'ailleurs, on a actuellement 2 résidents, qui nous viennent, de la Guinée Oui, et qui sont 2 garçons et qui il avancent gère bien. très bien dans la Ouais. discipline et qui, s'entendent très bien avec les enfants, qui ont une belle approche, donc voilà. Du coup, comment inspirer, ces jeunes étudiants à pratiquer ou à faire de la pédodontie? Et ça, c'est une question qui est délicate. Pourquoi? Parce que, quand un interne et moi, je vais prendre l'exemple des internes qui passent dans le service, quand ils terminent et qu'on a envie de lui dire, «Reste!» puisqu'on voit que, actuellement, j'ai un interne qui passe dans le service, c'est un garçon. J'essaie de le convaincre pour qu'il reste. Il va se connaître, il va se reconnaître. Pourquoi? Parce que je vois comment il a cette facilité. Je vois qu'il peut faire une belle carrière et je vois comment il peut percer dans cette discipline, dans cette spécialité. Mais lui, il n'est pas dedans. Ça lui parle pas. On peut pas. On peut pas forcer. La pédo, on peut pas forcer la main à quelqu'un et lui dire viens faire pédo. Non, il faut la faire. Non, il faut qu'il aime. Il faut qu'il soit et qu'il aime ce monde-là de l'enfant. C'est une discipline qui est juste exceptionnelle. Tu touches à tout à l'échelle de l'enfant. Exact. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, quand vous soignez l'enfant, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Toutes les disciplines vous sont ouvertes. Ça veut dire que quand on arrive à gérer l'enfant sur fauteuil, son anxiété, pas tous les enfants sont anxieux, alhamdoulilah, il y en a d'autres qui sont bien coopérants et voilà. Mais quand on arrive à gérer, un enfant, à faire les soins pour les enfants, bah, l'adulte devient bonbon, d'accord? Puisque bon, il y a plus cette partie. Donc convaincre quelqu'un, il faut qu'il soit déjà, qu'il ait un penchant, vous voyez? Mais de là à le ramener, il veut pas, je trouve que il peut réussir, mais il va pas être passionné. Et la pédo, il faut être passionné. Exactement. Il faut aimer. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je me pose toujours une question, pourquoi la privée, on ne prend pas généralement, on ne prend pas les patients à besoins spécifiques, les patients difficiles, ليش؟ علاش؟ parce que ça rapporte pas.
Non, je retire ça. Non, elle lèche parce que tout simplement, c'est beaucoup de temps et d'énergie sur le fauteuil. C'est des prises en charge spécialisées. Et des fois, les praticiens, ils ont peur aussi. Ils ont peur parce que bon, un enfant a un besoin spécifique, c'est particulier, c'est pas. Et donc, il faut justement des formations spécialisées pour ça. Et c'est pour ça que nous, universitaires, on a pensé à mettre en place des formations pour les omnipraticiens ou pour les pédodontistes. Pourquoi? Pour renforcer cette prise en charge. Parce que l'hôpital, à lui seul, ou je parle des centres hospitalo-universitaires, ne peuvent pas absorber tous ces enfants-là. À un moment, ça devient vraiment pas gérable. Donc, il faut que nos chers collègues ou voilà, qui sont dans l'omnipratique ou dans les cabinets de ville, est-ce qu'ils s'ouvrent à ce genre de prise en charge en s'inscrivant dans des formations qui leur permettront ça. D'ailleurs, les formations en pédodontie, c'est ce qu'il y a de moins au Maroc. Parce qu'il y a pas beaucoup d'intérêt à la pédodontie, justement parce que c'est dur. C'est dur et pas aussi rentable que les autres soins, Voilà, comme vous vous avez avez bien dit. touché le mot. Effectivement, c'est beaucoup de temps, moi je dis. C'est parce que en fait, ce qui la rend pas très rentable, c'est le temps passé sur fauteuil. Parce que faire une carie chez un adulte, ça vous prend, je sais pas, 15 minutes. Chez un enfant, ça peut aller jusqu'à 3 quarts d'heure. Et donc, à la fin, vous vous posez. Mais sachez une chose, c'est une discipline, moi j'y crois beaucoup, c'est une discipline du futur. Les parents sont de plus en plus conscients qu'il y a le pédodontiste et qu'une prise en charge spécialisée des enfants existe. Ils sont de plus en plus intéressés par tout ce qui est thérapeutique, prophylactique et la prévention à la carie et toutes ces sensibilités-là autour du sujet. Et on voit beaucoup de pédodontistes aussi maintenant qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui font les visites dans les écoles, etc. Tout ça, un objectif, c'est justement de mettre la lumière sur cette discipline, sur sa particularité et sur l'intérêt qu'il peut apporter à l'enfant. Exactement. Et donc, est-ce que l'omnipratique ne devrait plus prendre en charge l'enfant? Je crois qu'ils doivent quand même continuer à le prendre en charge parce qu'on n'est pas assez nombreux. D'ailleurs, au Maroc, on a un gros problème de prévention. Je pense que vous avez remarqué que l'état dentaire les enfants, il est catastrophique. C'est quoi les moyens pour vous, pour améliorer ou là, pour prévenir les parents, les enfants, l'état bucco-dentaire, l'intérêt de la santé bucco-dentaire? L'État fait beaucoup de choses déjà. C'est vrai que on n'est pas encore dans, je dirais, dans un état idéal de santé bucco-dentaire. C'est vrai que le taux de carie est toujours très élevé. C'est vrai qu'on a encore de la carie de la petite enfance et l'indice CAO chez les enfants est très élevé encore. Mais la sensibilisation est là, elle est présente. Les compagnes sont là, sont présentes. Il y a l'équipement au niveau donc des hôpitaux par des fauteuils dentaires. Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt qu'on porte à la santé bucco-dentaire des citoyens, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce qu'il y a des priorités en termes sanitaires qui font que la santé bucco-dentaire vienne après. Exactement. D'accord. Mais nous, autant que praticiens, vous, autant que praticiens aussi, vous devez agir à votre niveau. Si chacun de nous agit par de la sensibilisation, de la prévention envers ses patients, etc., et envers sa petite communauté qui l'entoure, je crois qu'on peut faire un Est-ce peu. que vous ne pensez pas que les réseaux sociaux actuellement, c'est un très bon moyen de faire de la prévention? Oui, si elle est faite de De la façon bonne manière? exactement professionnelle, avec une bonne méthodologie, etc., oui, bien sûr que ça pourrait être le cas. Surtout qu'on parle maintenant à une génération qui est totalement connectée. Ça veut dire, si on continue à faire à l'ancienne, on ne pourra plus avancer. Il faut se mettre dans la vague, il faut accompagner les jeunes. Alors c'est un peu parmi les intérêts des caravanes. Mhm. Est-ce que vous proposez, vous animez des caravanes au sein de votre service? Alors, les caravanes médicales, oui, c'est toujours un plus parce que, en fait, c'est des actions bénévoles ponctuelles, mais qui viennent aider, en fait, l'action, je dirais, du ministère de la Santé ou des autorités locales ou pour des populations qui sont reculées ou qui n'ont pas les moyens d'avoir donc des soins dentaires. Est-ce que j'ai participé? Oui, j'ai fait beaucoup de caravanes quand j'étais étudiante et interne, résident, etc., résidente. Et je continue à en faire jusqu'à maintenant quand le temps me le permet et je l'encourage vivement à chaque fois qu'il y a. Pourquoi? Parce que c'est une d'abord, en dehors du cadre médical, c'est une action citoyenne et si on peut développer ça chez nos étudiants et chez nos collègues, c'est très bien. Si chacun prend cette responsabilité d'agir pour son pays et d'apporter un peu
de ce qu'il a appris, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que dans le service, à chaque fois qu'il y a une caravane, qu'on nous demande de l'aide, on est là, présent, allez-y, oui, il n'y a pas de souci, etc. Et bien sûr qu'on encouragerait toujours. C'est vrai. Alors, professeur Benoît, j'ai une dernière question. Si vous avez à donner un conseil à nos jeunes étudiants, jeunes praticiens, ça serait lequel ou lesquels? Euh, je donnerais un conseil d'abord par rapport aux étudiants, parce que je les vois souvent submergés par la charge de travail, de préparation, les examens, les cours, les TP, et ils sont au bout de leur vie, en quelque sorte. On est tous passés par là, hein. Et à un moment, ça va être derrière, mais ça sera les meilleures années de la vie. Ça sera vraiment les meilleures années que vous allez passer dans votre vie, c'est les années universitaires, il faut en profiter. Et il faut mettre chaque chose à sa place. Les études à leur place et tout le reste à sa place. Ça veut dire que bon, profiter de sa famille, profiter de ses amis et ne pas sombrer. Des fois, je vois des étudiants sombrer, ça me fait mal. Je me dis, tout ça va passer, d'accord. Il faut en sortir, bien sûr gagnant, réussir, mais en se conservant en tant que personne et en évoluant en tant que personne. Les études ne sont pas faites là juste pour le travail après et tout ça, mais c'est pour aussi forger votre personne et ce que vous allez être dans le futur. Et vous, aujourd'hui, vous êtes un très beau exemple pour moi parce que je suis très émue euh, de vous voir assis comme ça devant moi parce que tout simplement, je vous ai vu dans les bons et maintenant vous voir ici, vous vous concrétisez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où. Ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Merci beaucoup. Donc ça, c'est le conseil premier. Le deuxième, c'est le travail. Il n'y a pas quelque chose qui vous emmène à la réussite à part le travail. Travailler, il faut savoir doser, d'accord. Le travail acharné, peut-être est difficile. Il faut savoir avoir, comme on dit, un bon rythme, travailler régulièrement. Et puis chacun à sa manière. Je ne me compare pas. Exactement. Ah oui, Au cas chacun, par cas, chacun c'est au son cas par parcours, cas. chacun. Je vais vous raconter une chose. J'étais celle qui préparait en une semaine les partiels. Je suis pas l'exemple à suivre, hein, moi je vous le dis. Mes amis se reconnaîtront. Je vous promets que la dame qui était dans la reprographie chez nous à la faculté, elle venait me chercher, elle me dit, je vais appeler tes parents, t'as pas pris les cours. Je lui dis, mais c'est pas encore le temps. Elle m'a dit, tout le monde est parti préparer, qu'est-ce que tu fais? Et là, j'arrivais à réussir. Je me prétends pas plus intelligente, mais c'est ma manière de faire. Moi, j'arrivais pas à faire plusieurs couches sur les cours. Moi, c'était une seule couche. Et Vous c'est avez bon. une bonne mémoire. Non, c'est une façon de faire, c'est une façon. Moi, pour moi, c'était pas apprendre, c'était je Je comprenais comprends. les cours. Et ça, je le dis souvent dans mes cours quand je les fais. Je dis aux étudiants, comprenez le pourquoi de la chose, ça vous aiderait. N'apprenez pas, d'accord. Donc voilà, c'est juste ça ce que je leur dirais. Chacun a sa manière, chacun a sa façon de faire. Et puis voilà, il faut en profiter, c'est les meilleures années. C'est Je vrai. voulais, avant de finir. euh, je voulais faire un petit coucou à ma promotion parce que quand je te vois là en face de moi, ma promotion d'interne, c'était une promotion particulière parce que avec moi, il y avait, bon, je vais les citer dans l'ordre, comme ça, j'oublie personne. Il y avait docteur Abidi, Zouher. Il y avait docteur Zraq, Leila. Il y avait, allez, docteur Shafi, d'accord. Il y avait docteur Bouzoubeh, aussi Mohamed. Il y avait docteur Oula Mouhajar, docteur Mu'tari Fatem Zara. Donc, la vérité, toutes ces personnes-là, là, on s'est rencontrés au tout début, en première année. Et on a fait peut-être le trajet ensemble. On a fait l'internat ensemble. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on est encore ensemble. Cette amitié qui se crée aussi dans le cadre universitaire peut vous tirer vers le haut. Exactement. D'accord. Faut être très bien entouré. Exactement. Et c'est vrai que chacun est parti sur une discipline différente, mais notre, je dirais, locomotive est la même, est toujours la même. Et donc voilà, je voulais juste les saluer d'ici. Alors, professeur Benoît, merci beaucoup Merci à déjà vous. d'avoir accepté Merci à l'invitation. vous, c'était un plaisir. Merci de votre partage, de votre générosité. Et Inch'Allah, ça نتلاقاو في d'autres Inch'Allah. circonstances. En tout cas, c'était un plaisir pour moi aussi de vous voir aujourd'hui, de voir que voilà, vous vous accomplissez dans d'autres domaines. Et puis, vous savez, la fierté d'un enseignant, c'est de voir ses étudiants se réaliser. Merci Voilà. beaucoup, Merci madame. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, les amis, merci de votre visionnage. Inch'Allah, au prochain épisode.